Bonjour à tous et bienvenue à cette session TechNet sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement en vaccins 2021-2025 de Gavi. Nous sommes très heureux de recevoir Solo Kone. Solo Kone que probablement tout le monde ou presque ici connaît. Solo est donc team lead du groupe de logistique et chaîne d'approvisionnement des vaccins à l'OMS. Au siège à Genève. Ce sera donc lui qui vous présentera cette session. Cette session est enregistrée. Nous partagerons les liens vers la présentation ainsi que vers l'enregistrement avec tout le monde. Et donc, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation, n'hésitez pas. Donc, si Solo dit quelque chose qui vous interpelle, n'hésitez pas à utiliser la section ou la partie questions et réponses. Vous pouvez poser toutes vos questions, faire vos commentaires, vos remarques, et Solo répondra à tout cela après la présentation. Solo, le micro est à toi. Merci Alex. Bonjour, bonsoir tout le monde et merci d'avoir rejoint cette session sur le renforcement des chaînes d'approvisionnement en vaccins, de la stratégie en fait de la chaîne d'approvisionnement de Gavi. Donc, où que vous soyez, nous disons merci. Donc, la session d'aujourd'hui, c'est vraiment une présentation brève, un aperçu des stratégies de la chaîne d'approvisionnement en vaccins 2021-2025 de Gavi que nous allons essayer de partager aujourd'hui. Évidemment, à la fin de la présentation, on vous donnera un lien là où vous aurez beaucoup plus de détails sur ces stratégies. Donc, nous vous conviendrons à aller là-bas pour beaucoup plus d'informations et également à poser les questions pendant la session de la foire aux questions. Voilà. Alors, tout d'abord, c'est l'évolution. Cette stratégie 2021-2025 émerge de l'ancienne stratégie qui était là, mais elle s'inscrit surtout dans le cadre de Gavi 5.0 et s'appuie sur l'ancienne stratégie, sur les succès obtenus à jour de l'ancienne stratégie, comme vous le voyez, en mettant l'accent sur vraiment atteindre tout le monde, ne laisser personne de côté, et surtout l'accent sur les populations zéro dose et la gestion globale des vaccins. Donc, comme vous le voyez ici, elle s'appuyait sur les 5 fondamentaux de la stratégie précédente, qui consistait ici à avoir des chaînes d'approvisionnement qui sont optimisées, qui sont basées sur le design, la gestion des données, l'amélioration continue et la gestion des ressources humaines et la coordination des ressources humaines. Donc, pour atteindre les objectifs qui étaient fixés. Donc, mais celle-là se veut beaucoup plus holistique en intégrant les éléments clés de la chaîne d'approvisionnement qui nécessitent à atteindre les objectifs stratégiques et stimuler les investissements dans les domaines prioritaires d'attention. Donc, elle identifie les parties prenantes, les acteurs, et attribue des responsabilités claires en fixant leurs obligations aux fins de redevabilité à tous les niveaux, afin d'harmoniser les efforts des partenaires pour éviter toutes les duplications, les doublons. Comme vous le voyez ici, la figure en bas un peu résume cette stratégie qui s'inspire de l'approche du cadre logique qu'on appelle la théorie du changement que nous allons voir tout à l'heure dans la slide suivante. Donc, la théorie du changement en tant que telle comporte, comme vous le voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5 composantes principales, en commençant par les défis de la chaîne d'approvisionnement qui sont énumérés ici en termes de l'irrégularité en matière de disponibilité des vaccins,
sur les populations mal desservies, empêche l'atteinte des objectifs stratégiques et met en péril les investissements qui sont mis non seulement pour introduire les vaccins, mais également pour améliorer les chaînes d'approvisionnement. Et maintenant, à partir de ces défis, on définit maintenant les priorités d'investissement. Dans quoi on devra investir? La section centrale qui identifie six priorités d'investissement. Et à droite, vous voyez en vert les objectifs d'impact. On pense que si on investit dans ces domaines, on pourrait atteindre ces impacts-là. Et également, la théorie du changement définit dans son cadre logique les acteurs de réussite, que sont les gouvernements, les leaders des pays, les mécanismes de financement, que ce soit national et également des donneurs, des donateurs, et qui aligne la coordination des partenaires pour éviter les doublons et également prendre un avantage des innovations qui existent aujourd'hui et puis encourager l'engagement du secteur privé en tirant le meilleur parti de leur force. Et enfin, tout ceci contribuera à la réalisation de la vision des chaînes d'approvisionnement solides, permettant d'avoir des fournitures en vaccins vitaux à toute personne, là où qu'elle se trouve, à n'importe quel moment, puisse avoir accès. Donc, nous allons maintenant partir en détail, prendre chacun de ces éléments du cadre de la théorie du changement, en commençant par les défis de cette stratégie. Donc, quels sont ces défis qu'elle cherche à relever? Donc, nous avons vu qu'au cours de ces dernières années, l'extension des programmes de vaccination qui incluent de plus en plus de vaccins et qui cherchent à toucher beaucoup plus de personnes, met en fait une grande pression sur les chaînes d'approvisionnement qui sont déjà limitées. Bien que des progrès énormes ont été accomplis dans la stratégie au cours de la période 4.0, notamment avec l'augmentation de l'investissement dans l'augmentation des capacités, vous avez dû voir avec les CCOP, mais il reste encore des domaines qui sont à la traîne, tels que les systèmes d'information qui nous permettent d'avoir un œil, une vision d'ensemble du système. Donc, le défi, ce serait vraiment d'empêcher l'irrégularité de la disponibilité des vaccins de qualité qui est aujourd'hui limitée par les chaînes d'approvisionnement sur les personnes surtout mal desservies et qui menace en fait la couverture vaccinale et les résultats en termes d'équité et mettent en fait en péril les investissements en vaccins. Donc, le regain d'attention dans le cadre de cette stratégie 5.0, comme je l'ai dit, permettra d'assurer que les chaînes d'approvisionnement fournissent les vaccins sûrs, efficaces, qui atteignent les personnes qui en ont besoin et protéger les investissements qui sont mobilisés en essayant d'optimiser et minimiser les gaspillages ou les taux de perte. Ça, ce sont les défis. Alors, au niveau de la vision, quelle est la vision? Donc, la vision, en fait, c'est un état de futur que l'on veut voir la chaîne d'approvisionnement atteindre. Et essentiellement, cette projection dans notre vision, nous voulons des chaînes d'approvisionnement qui soient solides. Cette solidité se reflètera dans leur résilience, leur durabilité, leur efficacité et leur adaptabilité pour permettre justement de fournir ces vaccins avec toutes les connexions, les éléments essentiels pour assurer justement la prestation des services avec des vaccins qui soient efficaces et vitaux pour toutes les personnes, surtout celles qui ont le moins accès aujourd'hui, et à tout moment et où qu'elles se trouvent. Donc, vous voyez là, c'est tout vraiment une vision d'ensemble pour permettre non seulement de solidifier, de consolider les systèmes d'approvisionnement, pour permettre cette fourniture continue, sans interruption, à toutes les personnes qui les désirent et surtout celles qui sont les moins touchées aujourd'hui.
Alors, quels sont les objectifs d'impact quand nous regardons? Donc, les objectifs sont des changements directs que nous souhaitons obtenir, que la stratégie vraiment souhaite obtenir. Et là, nous avons à peu près 6 objectifs tangibles qui sont mis en place, notamment une plus grande portée des chaînes d'approvisionnement qui soit équitable, avec une large étendue jusqu'au bout, de bout en bout, pour permettre d'atteindre ces populations qui sont toujours les mal desservies, les 0-12. Ça, c'est la portée. Ensuite, la disponibilité en vaccins de qualité au moment voulu et à l'endroit voulu en quantité suffisante. Ça, c'est un résultat concret qui est également visé. Et l'efficacité même des chaînes d'approvisionnement qui permettent de minimiser les pertes et qui sont vraiment efficaces grâce à la mise en place des systèmes, que ce soit les ressources humaines et également les systèmes qui soient interconnectés pour permettre une vue d'ensemble et une vue continue des chaînes d'approvisionnement et de distribution. Et également, comme changement direct que nous voulons, c'est la durabilité de ces systèmes-là. Donc, les chaînes qui sont dirigées par les gouvernements qui mettent l'accent sur les activités qui procurent un avantage immédiat, sans toutefois compromettre les besoins des générations futures et le plan financier en termes programmatiques et environnementaux. Ensuite, la résilience des chaînes d'approvisionnement est un autre changement direct que nous voulons de cette stratégie, de cette vision, qui consiste à ce que les chaînes d'approvisionnement soient assez agiles et prêtes à s'adapter à tous les changements soudains. Nous avons vu au cours de ces dernières années, que ce soit lié à des catastrophes naturelles ou à des pandémies ou des épidémies d'infectieuses. Donc, elle doit être suffisamment agile et performante pour justement répondre aux besoins d'approvisionnement dans le cadre de ces situations, de ces changements soudains. Et enfin, la réactivité des chaînes d'approvisionnement reste vraiment un objectif d'impact majeur qui doit être également atteint. Donc, nous voyons ensuite les priorités. Dans quelles priorités la stratégie vise à mettre les investissements qui sont disponibles? Il y a essentiellement 6 domaines prioritaires qui sont visés. La première, le premier domaine, c'est la visibilité et l'utilisation des données. Donc, c'est toutes les activités qui consisteront à renforcer les systèmes de gestion des données, de collecte et de traitement de l'information pour mettre à la disposition des décideurs des données probantes pour orienter les interventions afin que la chaîne de froid, la chaîne d'approvisionnement soit la plus performante possible. Ça, c'est le premier domaine qui est ciblé pour les interventions, pour les investissements. Le deuxième domaine, c'est la planification stratégique. La planification stratégique consistera à appuyer les programmes nationaux pour permettre de faire des évaluations et des planifications à long terme pour pouvoir bénéficier des financements qui sont en place, que ce soit des financements internes ou des partenaires. Donc, cette planification stratégique permet le développement de plans stratégiques et opérationnels consistants qui sont basés sur ces données qui sont générées et qui permettent d'anticiper et de tirer le meilleur parti des financements. Le troisième domaine, c'est l'optimisation et la segmentation des systèmes. Donc ça vraiment permet d'optimiser les chaînes d'approvisionnement qui touchent tout le monde et réduire au minimum les coûts, que ce soit les coûts de fonctionnement, mais également les coûts en termes de réduction des pertes possibles dans le système. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà commencé des activités ou des investissements dans ce domaine-là. Le quatrième domaine, c'est le renforcement des capacités et la professionnalisation. Donc, évidemment, les activités d'investissement, toutes
activité qui consiste à renforcer les capacités des gestionnaires nationaux à mettre en place du personnel motivé et compétent seront également des domaines d'investissement prioritaires dans la stratégie. Et la cinquième, c'est l'infrastructure fondamentale. L'infrastructure fondamentale, c'est toujours maintenir que les capacités, que ce soit de stockage et de transport, sont maintenues à niveau avec des équipements modernes et qui sont entretenus pour garantir la qualité de leur fonctionnement. Et enfin, une harmonisation intelligente, c'est-à-dire encourager et supporter les synergies avec d'autres chaînes d'approvisionnement pour une meilleure capitalisation et maximisation de l'utilisation des ressources qui sont disponibles dans les pays. Donc voilà les six domaines prioritaires qui vont drainer les investissements dans le cadre de la stratégie. Alors, quelles sont les approches concrètes? Ici, dans cette slide, vous avez sur l'ensemble de ces 6 domaines prioritaires d'investissement, on a donné quelques exemples, vous voyez, avec des astérix. Si on prend par exemple la visibilité et l'utilisation des domaines, nous prenons par exemple tout ce qui consistera à digitaliser et à intégrer les systèmes d'information seront des domaines, des activités qui seront prioritisés par exemple. Ce sont des exemples qui sont donnés. Ça dépendra au cas par cas à la situation intrinsèque de chaque pays. Ou alors à collecter, analyser et utiliser les données en temps réel. Donc, tous les appuis qui consistent à faire ça seront également soutenus. Dans le second domaine qui consiste au renforcement des capacités et la professionnalisation pour avoir du personnel motivé et compétent, il y a tout ce qui concerne, par exemple, le renforcement et la mise en œuvre des pratiques ou des méthodes d'augmentation de leurs capacités, que ce soit des activités de formation, que ce soit des activités de suivi à distance, que ce soit des activités d'équipement pour les permettre d'avoir accès à l'information en temps réel, peuvent également faire partie de ces domaines, de ces activités d'opportunités que vous pourrez mettre en avant pour financement. Pour l'infrastructure fondamentale, évidemment, tout ce qui a commencé déjà pour aider les pays à moderniser et à augmenter les capacités, à étendre les chaînes de froid de façon intelligente vont se poursuivre. Donc, les appuis en termes de nouveaux équipements ou en termes de systèmes de maintenance qui permettent la fonctionnalité des équipements seront également des domaines de priorité, d'opportunités qui peuvent bénéficier de ces investissements-là. La planification stratégique, évidemment, est un domaine clé et il y a quelques opportunités ici que nous avons soulignées, notamment effectuer une planification globale de la chaîne d'approvisionnement, soit à travers des inventaires ou la GEV qui peut déboucher sur des plans d'amélioration à long terme, peuvent également faire l'objet d'opportunités qui peuvent bénéficier de ces priorités d'investissement. Sur l'optimisation, vous avez ici quelques domaines qui sont listés, parmi lesquels je vais citer par exemple l'amélioration des processus de prévision et la gestion des pertes. Donc, permettre d'optimiser la quantité de vaccins dans les chaînes d'approvisionnement dans les pays. Et enfin, sur l'intégration et l'harmonisation intelligente, quelques opportunités sont également listées ici, notamment le fait de pouvoir connecter une vaste communauté d'acteurs dans les chaînes d'approvisionnement au niveau national, global et international, pour permettre justement une mise en commun, une mutualisation éventuelle des ressources en vue d'optimiser les efforts. Donc, c'est un peu ça, cette matrice donne un peu quelques domaines d'opportunités au sein de ces priorités d'investissement-là. Si nous allons dans les catalyseurs,
les facteurs de réussite, on en a listé 4, 5, comme vous avez vu dans la théorie du changement. Il y a tout d'abord le leadership et la gouvernance du pays. En premier plan, il y a les gestionnaires des pays, qui sont les gestionnaires centraux qui assurent le suivi de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement dans tous les secteurs. Donc, ceux-là tiennent le volant et dirigent les améliorations et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement. Un autre facteur de réussite, c'est les financements. Ça va baser sur le fait de tirer le meilleur parti des ressources nationales qui existent. Beaucoup de plans existent aujourd'hui. Donc, dans la vision, si on peut tirer le meilleur parti de ces financements, que ce soit du gouvernement ou bien des donateurs, ce serait également un facteur qui va booster les réussites et faire la différence selon le contexte. L'alignement et la coordination des partenaires. Nous avons aujourd'hui beaucoup de partenaires et des investissements qui sont dans ce domaine. Donc, il s'agira justement au niveau du pays de coordonner leurs actions, par exemple au sein des groupes nationaux de logistique, qui permettent une mutualisation et une meilleure coordination afin d'éviter les doubles emplois et maximiser un impact collectif. L'innovation est toujours là pour que l'on puisse en tirer par profit avec beaucoup d'innovations aujourd'hui, notamment dans les technologies mobiles ou de communication, ou bien les innovations, les nouvelles méthodes qui sont rendues disponibles aujourd'hui doivent être mises en œuvre et peuvent véritablement servir à renforcer les chaînes d'approvisionnement dans la vision qui est promue par la stratégie 2021-2025. Et enfin, l'engagement du secteur privé. Nous savons que, bien vrai que le vaccin, on peut dire que le vaccin est un domaine particulier, mais il y a toujours le secteur privé présente toujours des forces dans certains domaines qui peuvent nous servir de tirer parti de leur expertise ou de leur expérience pour justement contribuer à renforcer le système, la chaîne d'approvisionnement. Alors, comment utiliser ces stratégies? Donc, il y a des scénarios potentiels qui peuvent être utilisés. Ici, nous avons vu dans ces 5 domaines ici, que ce soit la planification et la priorisation au niveau de la conception et l'élaboration des programmes, le suivi et l'évaluation, l'amélioration continue, le plaidoyer et l'apprentissage et la croissance et la mobilisation des ressources. Donc, il y a, pour chacun de ces domaines, on a défini qui peut être un acteur majeur dans ces domaines pour justement, non seulement éclairer les décisions, soutenir les possibilités d'amélioration et contribuer à l'amélioration et la mise en œuvre des plans. Donc ici, vous voyez qu'au centre de tout ça, c'est vraiment les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement du pays d'abord et également les partenaires qui seront toujours à côté avec les partenaires de l'Alliance pour permettre de renforcer et de planifier et d'exécuter la mise en œuvre de la chaîne des améliorations qui seront définies et répondre aux différents contextes de chaque pays et de chaque programme. À qui cette stratégie s'adresse? Nous avons ici, que ce soit bien sûr les gouvernements d'abord, qui sont les premiers responsables de développer les stratégies d'amélioration des chaînes d'approvisionnement du vaccin, spécifiques, qui peuvent être spécifiques pour chaque pays, et qui veillent à ce que tous les acteurs et les partenaires privilégient le renforcement de la chaîne d'approvisionnement en tant que régisseurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est eux qui développent les stratégies et orientent les interventions. Ensuite, il y a les partenaires. La stratégie s'adresse aux partenaires de l'Alliance en premier lieu, les donateurs et les autres bailleurs de fonds pour définir, parce qu'ils ont maintenant les priorités sont définies et les champs et la portée de leur soutien. Donc, il n'y a plus matière à divaguer.
et également qui permettent de formuler maintenant des propositions d'axes de travail de la chaîne d'approvisionnement au donateur et évaluer les priorités d'investissement et contrôler les performances. Mais également la société civile et les universités qui peuvent voir ici des opportunités pour assurer un suivi et un contrôle de qualité et de la valeur des services d'investissement. Il y a beaucoup de choses que les universités et les sociétés civiles peuvent faire dans ce domaine-là. Et également plaider pour faire pression auprès des gouvernants locaux ou des parlements pour obtenir un soutien, le soutien le plus adéquat. Et enfin, les prestataires de services de la chaîne d'approvisionnement et du secteur privé qui peuvent offrir des prestations, concevoir et mettre ou assurer alors une normalisation des services chez les différents prestataires de services qui peuvent s'aligner sur ces normes de services pour fournir ou concevoir leurs prestations en soutien à la mise en œuvre de la chaîne d'approvisionnement du vaccin. Comme on l'a dit, la stratégie présente toujours des moyens de mesurer les changements qui sont attendus. Comment nous allons le mesurer? Donc, vous avez le cadre logique ici. Quel est le changement qui est, ou les changements qui sont attendus? Quelle est la mesure et les cibles? Et comment cette mesure va se faire? Donc, sur cette slide, vous avez par exemple les différents domaines. Le premier, c'est une grande disponibilité des vaccins vitaux là où et au moment où on en a besoin. Donc, la mesure et les cibles, c'est la disponibilité du stock complet. Et là, on a formulé par exemple, une mesure ici qui est la moyenne de tous les pays ayant fait un compte rendu du pourcentage des districts qui n'ont signalé aucune rupture de stock, par exemple, pendant toute l'année pour des vaccins traceurs. Ça peut être les vaccins DTC et les vaccins rougeole. Et là, vous voyez qu'on a mis toujours une base de référence, quelle était la situation en 2021, et les jalons jusqu'à 2025, comment on pense pouvoir faire bouger cet indicateur. Et les méthodes de mesure, il y a les mesures mensuelles via les données des SIG ou les DHS2 des pays qui sont révisitées ou revues par les ASI2, c'est en fait le groupe qui gère la stratégie au niveau global autour de l'Alliance, des partenaires de l'Alliance, 2 fois par an qui se réunit, et également les indicateurs de la stratégie de l'agenda 2020-2030 et de Gavi 5.0, et également les rapports que produisent évidemment l'UNICEF et l'OMS, permettront de mesurer ce changement, les changements qui sont induits dans la mise en œuvre dans ce domaine précis. Sur l'amélioration des performances des chaînes d'approvisionnement en vaccins, il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont surtout mis autour de la GEV, parce que la GEV est la mesure de la performance des chaînes d'approvisionnement. On a 2. Nous prenons les scores composites sur l'ensemble des critères et pour chaque GEV, nous avons une base de référence en 2021 qui était à 70,5% de score composite, c'est-à-dire l'ensemble des pays qui ont fait la GEV. Quand tu calcules les scores, la moyenne des scores sur l'ensemble de ces pays, pour la GEV 2.0, on était autour de 70. Vous savez tous que le niveau de satisfaction est à 80. Donc, on a mis les jalons. On pense que d'ici 2025, on devrait atteindre les 79% sur l'ensemble des évaluations GEV, les dernières évaluations au niveau des pays. Également, il y a un autre indicateur qui a été mis ici, l'indicateur de disponibilité, de qualité et d'efficacité. On a la référence, c'est-à-dire sur ces 3 indicateurs, il y a la disponibilité doit être au moins à 80%, la qualité du vaccin certifié par les systèmes de suivi de température et également l'absence de perte dans les vaccins
Donc, on a mis ici la référence en 2021, nous avons à 12% quand on prend le composite de tout cela. Et on devra, nous pensons, pouvoir doubler à l'horizon 2025 cet indicateur. C'est-à-dire que c'est le pourcentage des pays qui ont, sur ces 3 indicateurs, atteint ce niveau de satisfaction. Et ça, la mesure, évidemment, c'est une mesure continue. Chaque fois qu'un pays fait son évaluation, il a son score composite et le score la gère sur l'indicateur disponibilité, qualité et efficacité. Mais également, le groupe de travail qui est autour de l'Alliance fera également une revue 2 fois par an et un rapport annuel. Et également, au niveau de l'OMS, il y a des rapports qui sont produits régulièrement pour donner la situation sur l'ensemble des évaluations faites. Et puis maintenant, il y a beaucoup plus en détail. Si on prend maintenant les six domaines, chacun, que ce soit l'optimisation, l'intégration et les harmonisations intelligentes, les structures, l'infrastructure fondamentale, comment on a amélioré la disponibilité et la fonctionnalité des chaînes de froid, la visibilité des données et l'utilisation de ces données-là pour l'action, justement pour orienter les décisions, le renforcement des capacités et la planification stratégique. Pour chacun de ces domaines, on a défini des indicateurs et des jalons qui sont établis à partir d'une référence qu'on avait en 2021 et des jalons qui sont mis pour combien nous pensons améliorer, comment nous pensons améliorer chacun de ces indicateurs d'ici 2025. Donc, vous avez les chiffres qui sont là. Et pour chacun de ces indicateurs dans ces domaines-là, on a donné également les mesures, les méthodes, comment ça serait évalué. Comme vous voyez, par exemple, les 2 premiers, c'est justement la mesure continue pour chaque pays. Et également, au niveau global, il y a les rapports de l'OMS qui permettent de voir comment les systèmes sont optimisés et l'intégration est faite. Et également, sur les 2 derniers, nous avons également l'OMS, les rapports de l'OMS qui vont jouer un rôle dans ça, sur le renforcement des capacités et la professionnalisation et la planification stratégique. Et les 2 du milieu, je pense qu'il y a un travail énorme que Gavi et l'UNICEF sont en train de faire pour voir comment le degré de fonctionnalité des chaînes de froid des équipements qu'on est en train de mettre dans tous les pays, qui devrait atteindre 90% au moins dans 25 pays qui rapportent cela. Et également la visibilité des données à travers les solutions de digitalisation et de SIG et les procédures d'utilisation de ces données-là pour l'action. Donc, c'était vraiment ça. Nous pensons ici, nous avons mis le lien à l'ensemble du site, là où beaucoup de détails sont donnés sur la stratégie de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Donc, vous pouvez, quand vous aurez la présentation, si vous cliquez là, vous pouvez avoir beaucoup d'autres informations complémentaires qui ne sont pas nécessairement explicitées ici ou dont on a fait le survol. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Solo, pour cette excellente présentation. Je laisse la possibilité aux participants de poser leurs questions dans la section questions-réponses. J'ai quelques questions peut-être pour toi, Solo. La première, c'est quels sont les écarts notables entre la première stratégie et cette nouvelle stratégie? Alors, la première stratégie, là vous voyez, c'était essentiellement les domaines d'investissement, c'était pratiquement un seul. Ces domaines d'investissement, c'était essentiellement moderniser la chaîne de froid, étendre les capacités et augmenter là où c'est insuffisant, les augmenter. Cette nouvelle stratégie, vous voyez, il y a beaucoup plus. On va au-delà. On inclut, par exemple, des aspects de gestion beaucoup plus affinés, notamment les aspects un appui sera donné au renforcement des systèmes de gestion des données. Comment on va mettre en place des systèmes de visualisation, de traitement de l'information et de son utilisation rationnelle. Ça, ce n'était pas dans l'autre. Il y a également l'utilisation de nouvelles méthodes, par exemple de gestion de la maintenance. Je donne ici quelques exemples. Il y a le renforcement des capacités.
par exemple, la professionnalisation, il y a des opportunités d'investissement qui sont mises dans ce cadre-là. Comment faire mieux fonctionner les mécanismes d'intégration dans un pays, par exemple, s'il veut tirer parti des autres systèmes d'approvisionnement au-delà de la vaccination. Il y a également, je cite pêle-mêle, un instant, ma souris, l'appui, par exemple, la planification stratégique à long terme, pas seulement juste, je fais un petit plan aujourd'hui pour combien d'équipements j'ai besoin, mais une planification sur 5 ans. Tout ça, ce sont des aspects qui peuvent être appuyés dans le cadre de ces stratégies pour mieux faire ces plans stratégiques opérationnels-là. Mais évidemment, sans oublier le domaine des infrastructures fondamentales qui était là, notamment continuer à apporter toujours l'appui pour moderniser et améliorer les capacités. Merci beaucoup. Il y a Philippe Jaillard qui demande, il s'agit ici de la stratégie Gavi. Comment les pays non Gavi pourront-ils s'approprier cette stratégie qui, pour beaucoup de ces éléments, reste très pertinente pour eux? Je vais essayer, Karan, je vois Karan également est en ligne. Alors, d'abord, la stratégie, elle, dans son ensemble, quand vous voyez les séquences, les analyses qui sont faites, les priorités qui sont faites, je pense que ça peut aider n'importe quel pays, même s'il ne bénéficie pas nécessairement des investissements de Gavi pour faire les activités, mais le pays peut profiter de cette méthodologie. Comment le cadre conceptuel du changement, de la théorie du changement est parti du défi, des domaines prioritaires et des domaines d'impact. Et également partir, qu'est-ce qu'il a comme facteur de réussite. Et évidemment, la vision, c'est la même. Donc, je pense que le pays soit Gavi éligible ou pas, le pays peut s'inspirer de la démarche et de la structure de cette stratégie-là pour améliorer sa chaîne d'approvisionnement en ciblant, avec modification évidemment, les domaines prioritaires ciblés par la stratégie Gavi pour les investissements. Je pense que Karan, je ne sais pas si Karan a compris. Karan, there's a question that, okay, this is Gavi strategy. How non-Gavi country can own this strategy? For most of them, all these elements that are proposed in the strategy are relevant. How do we going to plan the dissemination of that strategy? Are we disseminating it beyond those countries or not? Thank you so much, and thank you for that question as well. First of all, our initial target is for the Gavi 57 countries, and that is why that's where our investments are. That's where our most of our investments, both in terms of health system strengthening as well as technical assistance, are, and hence the focus. However, if any other country would really like to kind of go through this strategy and develop their own, strategies based on some of the elements which are mentioned here, it would be really good. We would be happy if that is done. However, we may not be in a position to provide active support in those settings. So there you will have to depend either on the country leadership itself or on the country partners. The documents would be available on TechNet. So of course, you can always have access to them on TechNet and use them from there. Merci, Karan. Donc, il y a d'abord les investissements directs ou l'assistance technique direct proviendra de Gavi pour les 57 pays encore éligibles à Gavi. Mais comme je pense que Philippe l'a dit, ça va au-delà, et la dissémination de la stratégie pour aider les autres pays qui bénéficient pas des investissements directs ou l'assistance technique supportée par Gavi
la stratégie sera disponible sur TechNet, donc ils peuvent s'en inspirer. Et ça marchera toujours, probablement, parce que ça les permettra de mieux cibler les secteurs d'investissement pour notamment les budgets nationaux qu'ils ont, et également s'ils ont des partenaires, pour pouvoir orienter l'intervention de ces partenaires-là de façon structurée. Merci beaucoup. Solo, il y a une question qui demande qu'est-ce qui a incité les changements de cette stratégie? Alors, qu'est-ce qui a incité les changements de cette stratégie? Karan pourra compléter encore, mais je pense que vous voyez que la stratégie qui répondait à Gavi 4.0 était essentiellement basée sur l'amélioration de l'infrastructure fondamentale. C'est-à-dire, il faut mettre beaucoup plus de capacité là où il n'y en a pas. Il faut moderniser les équipements, passer de, par exemple, de l'absorption au solaire, où est-ce que c'est nécessaire, et également donner des équipements pour aller au-delà de la limite qui existait de la chaîne de froid. Et on a vu que beaucoup de progrès ont été faits, ça, mais il y a toujours des défis, notamment l'irrégularité de la disponibilité en vaccin. Donc, c'est pourquoi, dans les réflexions, on a essayé de prendre de façon holistique l'ensemble des problèmes, pas seulement donner, l'avoir, mais également essayer de donner des éléments structurants tels que les procédures, les softs, comment gérer tout ça pour non seulement pérenniser ce qui existe, mais également utiliser vraiment les données maintenant pour action. Donc, il n'y avait aucun appui dans ce domaine. Comment mettre les systèmes de gestion des vaccins? Donc, ça, ce sont vraiment des choses qu'on a vues maintenant, puisqu'on continue toujours à mettre en place les vaccins, il faut pouvoir mettre ça. La deuxième chose, c'est également permettre de rendre les systèmes beaucoup plus agiles. Nous avons vu les 2 dernières années, avec les changements soudains qui sont dus aux désastres naturels ou épidémiques, que les systèmes puissent répondre à cela, pas seulement avec l'infrastructure, mais par des méthodes de gestion qui n'étaient pas nécessairement à leur portée, ou que ce soit au niveau des hommes, la professionnalisation, ou au niveau même du soft qui n'était pas disponible. On avait les frigos, mais on n'avait pas une vue d'ensemble sur là où ça se trouvait. Et également apprendre à coopérer et à intégrer les autres. Donc, je pense que tout ça, ce sont des éléments que la stratégie veut vraiment renforcer, pas seulement les équipements, mais essayer de créer des synergies avec d'autres systèmes, parce que c'est comme ça seulement qu'on peut aller loin. Merci beaucoup. Donc, j'ai une autre question. Qu'est-ce que cela signifie pour le financement pour les pays? Alors, pour le financement pour les pays, le pays devra peut-être, bon, les modus operandi, Karan pourra les élaborer. Dans chacun de ces domaines, toute activité pertinente qui relève, que ce soit de la visibilité que nous avons mis ici sur l'écran, vont bénéficier de la bienveillance pour l'investissement demandé, mais pas nécessairement à satiété. Parce que ce que l'appui Gavi va donner, c'est seulement des fonds qui aident à démarrer, ne peut pas peut-être couvrir l'ensemble des besoins au niveau de chaque pays. Mais la structuration de ces priorités permettra au pays de prioriser et de mobiliser également les fonds nationaux, les fonds du gouvernement. Donc, moi, je pense que c'est... J'hésite, hein, Karan va dire, je ne sais pas s'il y aura des propositions ou des appels à développer, comme on avait fait par exemple pour la CCOP, là où on dit, bon, OK, faites vos besoins pour la modernisation, et les pays ont fait des propositions tripartites. Et actuellement, ce qui existe, là où les pays peuvent commencer à utiliser, ce qu'on appelle je ne sais pas en français, comment on va dire, le full portfolio planning, la planification d'ensemble des activités du programme de vaccination, y compris la chaîne de froid. Donc, encore là, je pense que les pays peuvent déjà mettre beaucoup de choses en accord avec les domaines d'investissement clés. Mais également, il y a le Targeted Country Action, les TCA, que chaque pays, tous les pays éligibles à Gavi bénéficient.
Donc, il doit pouvoir structurer pour bénéficier de ce TCA, des financements. Si c'est cohérent avec ces domaines d'investissement, je pense que ça a beaucoup de chances d'être supporté. Karan, can you just highlight how concretely country will be getting those investment in the area, a priority area that is highlighted in this? How concrete country will be benefiting this investment? Thank you, Solo. So the countries, specifically in terms of Gavi support, can access the health system strengthening grants, the equity accelerator funds, even to an extent the COVID delivery support, which is going in. And in addition, you have the cold chain equipment optimization platform and the technical assistance. So all of those are buckets of support which are available to the countries. And this planning is usually done, at least for the health systems, the new vaccine introduction, the campaign grants, and even CCOP is done through the full portfolio planning process, where the countries develop the rationale for the entire program support for the EPI and can access the support. Here, I would like to stress that what we have seen in the past is countries usually in the name of supply chain would go ahead and only budget for infrastructure investments. And that is something we want to pivot away from. And that is the main aspect here in the strategy is do holistic planning for your supply chains based on the gap analyses that you see in your effective vaccine management assessments, in your supply chain maturity scorecards, or any other assessments that you have done on supply chain, because it's just not the infrastructure, it is all the other elements which Solo has mentioned in his talk around investment priorities which require attention. And depending on where those gaps are, you can go ahead and do the planning through the HSS grants and ask for technical assistance through the TA plans to fill the gaps in cold chain. You have the CCOP platform. So all of that combined will be used to support these 6 investment priority areas. Merci. Karan, je pense que Karan a surtout donné les opportunités de financement qui existent. Le Gavi apporte les pays par des, comment on appelle, des fenêtres de financement. Donc, dans ces fenêtres de financement, il y a toujours quelque chose sur la chaîne d'approvisionnement. Mais également, surtout, ce qui est surtout demandé ici, c'est la planification stratégique. C'est au lieu de dire, OK, je veux juste renouveler mon parc, Gavi va encourager à ce que dans les propositions des pays, que l'on aille au-delà en mettant des systèmes qui permettent de rendre ces systèmes solides, agiles, c'est-à-dire qu'avec les systèmes de gestion, par exemple, qui puissent l'accompagner. Et c'est vraiment le point clé ici. Il ne faut pas juste demander, on veut 30 000 ou bien 40 chambres froides, full stop. Il faut maintenant essayer d'élaborer des activités pertinentes dans ces domaines prioritaires d'investissement. Merci. Parfait, merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, peut-être une dernière chance à nos participants de poser une question. Non. Alors, je pense que nous allons pouvoir clôturer cette session. Merci beaucoup Solo. Merci beaucoup, Karan. Nous partagerons donc cette vidéo, l'enregistrement de cette vidéo, ainsi que la présentation par email à tout le monde et à toutes les personnes qui se sont inscrites. Et si vous avez des questions, vous pourrez me contacter par email. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à tout bientôt. Au revoir. Merci Alex. Merci à tous. Thank you so much. Merci beaucoup.